Salut à tous et à toutes, c'est Captain Flamme 00145 pour aujourd'hui vous présenter une vidéo sur la chaîne Crazy Gamers Band. Donc une vidéo un petit peu particulière parce que déjà ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, donc rien que pour ça elle est un peu particulière pour moi. Et c'est une vidéo qui va servir d'introduction à une autre série que je vais faire normalement en fin décembre ou en début janvier, qui traitera des différents langages web qui sont utilisés sur le web, parce que j'ai envie de vous les faire partager, et si je peux vous informer à ce sujet, je serai très content. Donc il m'a semblé assez utile, euh, pour faire ce tutoriel, de vous faire une vidéo vous expliquant un petit peu le principe d'Internet, comment ça marche, quels sont les différents langages utilisés et pourquoi, et puis essayer de vous en apprendre un petit peu plus sur ce que je sais. Technologic. Technologic. Aujourd'hui, on considère un projet comme le précurseur d'Internet et le précurseur des réseaux dans le monde. Ce projet, c'est le projet ARPANET, qui signifie Advanced Research Projects Agency Network. Alors, il a été développé en 1969, mais il a été officiellement montré en 1972. Donc, c'est un projet qui a été développé par la DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency. Donc, c'est un organisme américain, c'est l'organisme américain de la défense, on va dire. Et en 1969, c'était la guerre froide, donc ça a été développé pour protéger et défendre les intérêts des États-Unis. Et c'était un protocole qui permettait d'envoyer des missiles à distance et de les guider en temps réel, parce qu'en temps de guerre, les Américains, ils voulaient envoyer des missiles sur les Russes, et les Russes faisaient pareil dans l'autre sens. Mais ils n'avaient pas l'ARPANET. Bref, on dit que c'est le précurseur du web, parce que c'est le premier réseau à utiliser le principe du transfert d'informations par paquet. Alors, le principe du transfert d'informations par paquet, qu'est-ce que c'est? Assez simplement, quand on veut envoyer une information qui est grosse à un autre émetteur, on va découper cette information, l'envoyer, enfin chaque petit paquet, donc c'est la division d'informations, les paquets, hein. Chaque petit paquet va être envoyé à une même adresse, et à la fin, celui qui reçoit les paquets va les recompiler, il les remet dans l'ordre, et du coup pourra savoir quelle était l'information qui était contenue à l'intérieur. Ça c'est pour le projet ARPANET, donc le précurseur des réseaux qu'on utilise aujourd'hui. Il faut savoir aussi que le web d'aujourd'hui repose sur le principe de client et serveur. Web. Alors, qu'est-ce que ça signifie encore une fois? Assez simplement, quand vous demandez à votre navigateur de vous rendre sur la page Google, par exemple google.com ou google.fr, moi je ne sais pas, je ne sais plus, que sais-je, où suis-je? Bref, quand vous demandez ça, vous émettez une requête. Cette requête est envoyée à un serveur, distant de préférence. Et ce serveur, lui, donc va recevoir votre requête et va la traiter. Dans le cas où vous demandez à accéder à une adresse mail, enfin à une adresse URL, donc Google dans ce cas-là, le serveur distant va lui contacter un serveur qu'on appelle DNS. DNS, ça veut dire un Domain Name System, ou serveur, je ne sais plus. Les deux cas sont possibles. Ce serveur, lui, il sert à faire les correspondances entre les noms de domaine et les adresses IP. Adresse IP, on va y revenir juste après. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le serveur va recevoir la réponse du serveur DNS et va vous envoyer cette réponse avec tout le contenu des différentes pages à charger. Comme ça, vous pouvez accéder à votre page web. Donc en fait, le client émet des requêtes, le serveur traite la requête et envoie le résultat. C'est aussi simple que ça. Alors à l'instant, je vous ai parlé d'adresse IP. Qu'est-ce qu'une adresse IP? L'adresse IP, c'est une adresse qu'on donne, c'est un nom qu'on donne à toute machine qui est connectée sur le web. Par machine, j'entends les ordinateurs, les tablettes, les smartphones, tout ce que vous voulez, qui est connecté aujourd'hui. Il y en a pas mal qui ont des adresses IP. Alors aujourd'hui, il faut savoir que nous, on est en adresse IPv4, en majorité. Les adresses IPv4, c'est codé sur 4 octets. Et ça a permis pendant très longtemps un assez grand nombre de possibilités. Aujourd'hui, avec l'essor des objets connectés, la nouvelle problématique, c'est qu'on n'a plus d'adresse IPv4. Donc il faut qu'on trouve autre chose. Et il y a quelques années de ça, il y a des chercheurs qui ont trouvé l'adresse IPv6 qui, elle, est codée sur 16 octets et qui permet d'avoir plusieurs millions de possibilités. Donc on est encore largement bon. Ça nous permet d'avoir une plage d'adresses beaucoup plus grande et enfin voilà, la problématique de la pénurie d'adresses IP, elle est résolue, on est bon. Bref, ça c'était toutes les problématiques d'adresses IP. Alors il faut savoir que à l'heure où je fais cette vidéo, le web évolue,
hein, il ne nous attend pas pour ce faire. Donc il se peut que différentes informations soient erronées. Et si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller regarder des vidéos de spécialistes, parce que je ne suis pas un spécialiste. Je suis un simple étudiant qui est dans ce domaine et qui a envie de vous faire partager ce qu'il connaît. Bref, revenons-en un petit peu au vif du sujet qui va être pour nous les différents langages web qui sont utilisés. Technologic. Technologic. Alors là, je ne vais pas rentrer dans la partie technique, je vais juste vous énoncer les différents langages et à quoi ils servent. La partie technique, je vous la ferai dans les tutoriels où je vais vraiment vous apprendre comment est codé une page, comment on peut coder et comment vous pouvez le faire chez vous assez simplement. Donc, le premier langage qui est utilisé dans le web, le langage on va dire basique, c'est l'HTML. Alors HTML de mémoire, je crois que c'est Hypertext Markup Language. Truc dans le genre. Tout simplement dans une page, alors aujourd'hui c'est l'HTML5, c'est la cinquième version d'HTML. Bref, aujourd'hui c'est le langage de base qui permet d'afficher le contenu informatif d'un site. C'est le sens du site. C'est par exemple le texte qui va apparaître, c'est de l'HTML. Alors des fois il peut y avoir des textes en images, mais on s'en fout, c'est pas notre propos. Donc c'est le sens de la page, ça peut être des images, des liens, bref, c'est tout ce qui continue, c'est tout ce qui constitue le contenu informatif du site, ce qui va apporter du sens à la page web. Ensuite, on a le CSS. CSS, ça veut dire Cascading Style Sheet, littéralement feuille de style en cascade. Alors, aujourd'hui, c'est le CSS 3. Donc, c'est la troisième version du CSS, même si on commence à avoir des informations sur le CSS 4 qui va sortir très très prochainement. Donc, le CSS, c'est le langage qui permet de mettre en place le design d'un site. Alors, le design, c'est la forme, l'esthétique, les couleurs, par exemple, la typographie. C'est avec ça qu'on va le faire. C'est avec le CSS. Et avec le CSS, on aborde la notion de web design. Donc comment on peut designer un site de façon à ce qu'il soit agréable à l'œil, quand même, c'est un petit peu important, et surtout ergonomique. Que quelqu'un puisse facilement utiliser un site, même s'il est complètement naze dans le domaine, et qu'il n'a jamais vu un site de sa vie. Bref. Outre ces deux langages, enfin non, pas outre justement, ces deux langages ont permis de créer un métier qui s'appelle le métier d'intégrateur web. Alors, quel est le métier de l'intégrateur web? C'est quelqu'un qui, dans une agence, va recevoir des maquettes qui sont faites par un graphiste sur Photoshop ou tout autre logiciel graphique, on s'en fout, c'est pas important. Et en fait, l'intégrateur web va prendre la maquette et va travailler à en fait faire que avec de l'HTML et du CSS, il arrive à avoir le même résultat que Photoshop, mais sur une page web, et qui soit fonctionnel. Ça, c'est le métier d'intégrateur web. Alors, après HTML, CSS, on a le JavaScript. Le JavaScript, autrement appelé JS, c'est un langage qui permet de créer de l'interaction au sens strict du terme sur une page web. C'est-à-dire, quand on va aller survoler un élément, il va se mettre à bouger, il va se multiplier. Ça peut être juste des choses comme ça. On verra sûrement dans les tutoriels que ça peut avoir des actions un petit peu plus complexes, un petit peu plus techniques, mais qui peuvent servir à faire beaucoup plus de choses. Ensuite, on a peut-être la chose la plus technique et complexe qui puisse exister sur le web, et qui fait s'arracher beaucoup de cheveux des fois. Moi j'appelle ça le duo maudit. C'est le PHP et le SQL. Alors, en parents, ils sont pas très maudits, mais tous ensemble, enfin les deux ensemble, ils peuvent faire beaucoup de choses très très bien et beaucoup de choses complexes. Enfin, c'est pas qu'il est maudit, c'est qu'en fait il est très compliqué à manier quand on veut faire des choses assez compliquées. Donc le PHP, je sais plus l'acronyme, on s'en fout, c'est un langage qui permet de dynamiser un site web. C'est-à-dire que en fait avant, pour chaque page web, il fallait qu'on ait une page HTML de créer. Aujourd'hui, avec le PHP, on peut générer les pages HTML à la demande. En y entrant certains paramètres, on génère une page et le contenu va changer. On peut générer du contenu. Le SQL, lui, c'est un langage de base de données. Donc une base de données, c'est un endroit sur un serveur où on va aller stocker des enregistrements. Je vous montrerai sûrement ce que c'est. Mais pour le moment, voyez ça comme une espèce de tableau, avec à l'intérieur des petits tableaux. Et dans chaque tableau, on a par exemple un identifiant, un nom, un prénom, une adresse, un âge. Et toutes ces interactions, toutes ces informations
eh ben, un nom, un âge, une adresse, un prénom, ça va former l'entité qui va s'appeler un être humain. Et c'est comme ça qu'on peut mettre beaucoup d'informations dans un site et dans une base de données. Bref, le PHP et le SQL peuvent entrer en contact. Donc le PHP va demander au SQL d'aller chercher des informations sur une base de données, et le PHP va réutiliser ces informations pour générer une page HTML avec à l'intérieur les informations de la base de données. Et dit comme ça paraît assez simple, mais en fait c'est assez compliqué parce que quand on doit créer la base de données de zéro, c'est facile, mais quand on ne la crée pas de zéro et qu'il faut s'adapter sur quelque chose qui a déjà été fait, c'est un peu plus compliqué. Je vous montrerai sûrement ça, j'essaierai de vous trouver des exemples un petit peu personnels qui me sont arrivés, et j'essaierai de vous les montrer. Technologic. Technologic. Alors en bonus, j'avais prévu 2 petites questions bonus qu'on va aborder aujourd'hui, parce qu'on a un petit peu de temps et parce que j'ai fini ce que j'avais à dire. Alors, j'ai demandé à Thibaut ce qui pouvait l'intéresser, je lui ai soumis 2 problématiques qui lui ont intéressé toutes les deux, donc ma foi je vais vous les faire toutes les deux. La première, c'est comment on fait pour qu'un site soit premier quand on tape le nom de quelque chose sur Google. Par exemple, si vous tapez Crazy Gamers Band, comment nous, on peut faire pour que on tombe directement sur notre site et notre page YouTube quand on va taper Crazy Gamers Band. Ça, c'est ce qui s'appelle du référencement web. Alors, on peut distinguer 2 types de référencement. Il y a le référencement, on va dire, financier, qui repose sur le fait qu'on paye pour être premier sur Google, et qu'on paye cher. Généralement, c'est les premiers liens sur la page Google, et on voit que c'est du référencement sponsorisé. Elles sont pas mises en page pareil que les autres, et c'est un peu moins bien. Enfin, c'est la solution de facilité, mais ça coûte énormément d'argent. La solution la plus humble, honnête et la mieux, c'est ce qu'on appelle le référencement naturel. Alors, les experts appellent ça le SEO, Search Engine Optimization, je sais plus quoi, un truc dans le genre. Bref, c'est comment faire pour que le site naturellement se retrouve premier sur Google. Il faut savoir que Google, pour référencer les différents sites, utilise des robots qu'on appelle des crawlers, et qui vont aller sur les différents sites, vont parcourir le contenu du site, et ils vont récolter des informations, et ce sont ces informations qui vont permettre de classer le site dans les pages de Google. Donc, je reviendrai sur cette problématique de référencement très très longuement, je pense, dans les différents tutoriels, parce que c'est quelque chose qui va nous intéresser assez rapidement, et parce qu'on va voir qu'il y a des solutions assez faciles qui existent, et qui peuvent permettre d'être assez rapidement dans les premières pages sur Google. Je vous ferai sûrement un tutoriel expressément sur ça. Une autre question que j'ai posée à Thibaut et qui l'a très intéressé, ce sont sur les cookies. Alors les cookies, vous avez sûrement déjà vu ça sur internet, j'en suis persuadé. Il y a certains sites qui vous alertent, alors soit en haut, soit en bas, assez sobrement et assez... c'est assez fin comme avertissement, qu'ils utilisent des cookies. Et ils vous demandent si vous acceptez les cookies ou si vous voulez si vous ne désirez pas les accepter. Un cookie, qu'est-ce que c'est ? Un cookie, c'est quelque chose qui va aller sur votre navigateur, qui va être déposé sur votre navigateur, et qui va stocker des informations sur vous. Alors sur vous ou sur ce que vous avez fait sur un site. Il y a des cookies qui sont absolument pas nocifs pour votre vie, par exemple, à l'inverse de certains. Il y a des cookies qui vont juste permettre de savoir qu'est-ce que vous avez vu sur le site et où est-ce que vous en êtes arrêté sur le site, pour que la prochaine fois, ils puissent vous proposer, vous puissiez directement reprendre de là où vous en étiez. Ça, c'est un cookie qui est très très gentil. À l'inverse, il y a des cookies qui sont un peu plus méchants, comme les cookies de Google, certains du moins, qui eux vont, vous chasser sur le web, qui vont savoir exactement votre historique, qui vont savoir où vous êtes allé, ce que vous avez cherché, ce que vous avez tapé dans les champs de recherche. Alors, ça peut être un peu de l'espionnage. Alors attention, cependant, il faut peser les mots. Ça s'apparente à une forme d'espionnage. Mais attention, beaucoup de personnes nous font croire aujourd'hui que c'est de l'espionnage. Ça en est sûrement quelque part, mais j'ai un peu de mal à formuler ce que j'ai envie de dire, parce que j'ai pas envie qu'on me prenne un petit peu pour un hurluberlu, et j'ai pas envie de taper sur les médias, parce qu'encore une fois, c'est sur eux que j'aimerais taper. En fait, on nous dit souvent
de nos jours, qu'on nous espionne sur le web. Et c'est une problématique qui vient d'apparaître comme si ça venait juste de commencer à exister. C'est pas vrai, ça existe depuis des années, c'est juste qu'on n'est pas encore sensibilisé à cette problématique. Donc du coup, personne ne sait vraiment à quoi ça sert, mais tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas bien. Non, les cookies ça sert à beaucoup de choses sur un site. Ça permet de faire beaucoup plus de choses que ce qu'on pouvait faire quand il n'y avait pas les cookies. Le souci, c'est qu'il y a toujours des sites qui sont un peu mal intentionnés et qui vont s'en servir pour stocker des informations, déjà sans vous le dire, et des informations qu'ils n'ont pas stockées. Informations sur votre vie privée, sur différentes choses. Et c'est comme ça qu'après on se retrouve dans les médias avec des informations qui nous disent que telle ou telle société a vendu des informations privées qui appartenaient à des clients à des clients des sites, à des visiteurs, qu'ils ont vendu à des sociétés de publicité pour pouvoir se faire de l'argent et pour pouvoir faire de l'argent à ces publicitaires. C'est quelque chose qui existe depuis un bon paquet de temps, faut pas se leurrer. Ça existe même sur des sites différents. Facebook le fait, il n'a pas besoin de cookies pour le faire. Hein. C'est sur ses serveurs, tout est sur ses serveurs. Il n'a pas besoin de cookies pour le faire et ça choque personne. C'est une autre problématique. Bref, les cookies, ça sert à stocker de l'information. Bien ou pas bien, ça c'est un autre débat qu'on pourra avoir sûrement si vous voulez, mais c'est un tout autre débat. Voilà. Eh bien écoutez, c'est tout, c'est les seules problématiques que j'avais envie d'aborder en plus avec vous. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, je vous invite vraiment à venir consulter la chaîne Crazy Gamers Band. Notre site est en train d'être fait. J'ai pas mal de boulot à côté, donc j'ai très peu de temps pour le faire. Mais il est accessible, il va être accessible assez rapidement. J'espère vraiment que je vais pouvoir faire ces différents tutoriels sur les langages web d'ici décembre, parce que c'est pas très long à tourner, et puis je sais déjà à peu près ce que je vais faire. Et puis ma foi, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas donc à suivre la chaîne, il va y avoir des choses qui vont se passer avec les tutoriels, je vais essayer de mettre pas mal de trucs en ligne. Pourquoi pas, je vais mettre les exercices que je vais faire, je vais vous les passer pour que vous puissiez vous entraîner, ou tout simplement manipuler si vous avez envie de manipuler, et si vous avez envie de savoir ce que c'est que de coder. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je suis très content d'avoir repris les vidéos, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Je vous dis bye bye. La fin de la vidéo est très bizarre, je le sais, vous inquiétez pas, je sais, je suis toujours un petit peu désorganisé dans ma tête, c'est pas grave. Je vous dis bye bye, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter en règle générale, hashtag CrazyGamersBand, ou @CrazyGamersBand, hein, vous faites ce que vous voulez. On est aussi dispo donc sur YouTube, on a toujours la chaîne, hein, allez-y. Sur Twitch, on fait aussi quelques lives, assez rarement, notamment, enfin normalement c'est les samedis après-midi qu'on stream. On fait quelques lives, donc n'hésitez pas à y aller. Et donc bientôt sur le site vous pourrez nous rejoindre. Allez, c'était tout pour moi, c'était Captain Flamme 00145, je vous dis bye bye.